Ensuite, j'aurais une autre question pour, pour vous, Patrice Dana. Euh, Vous avez créé une société d'innovation donc de multimédia en 92, puis une société de création de parfums sur mesure en 2008. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé pour ce changement, à une telle évolution de parcours, pour ce changement de route, si je puis dire? Ah, Monsieur Dana? Excusez-moi, Je crois monsieur qu'il est. Dana, vous êtes en mute. Voilà, c'est bon là? Oui. C'est Oui, bon? c'est bon, merci. Parfait, cool. Oui, en fait, la femme qui est dans le groupe avec nous, j'ai pas son nom en tête, a expliqué tout à l'heure qu'elle travaillait pour Vivendi, que Vivendi a été racheté à cette époque. C'est exactement à l'époque de ce qu'on appelle la bulle Internet. À cette époque-là, il y a beaucoup de projets qui se mettaient en place. Certains projets arrivaient à financer des idées assez farfelues à coût de millions de dollars. Nous, on travaillait sur des moteurs, un petit peu de moteurs de 3D, différents types de choses, CD-ROM et autres. Et grosso modo, cette idée de la bulle Internet qui était de proposer des projets, de les survaloriser, ne correspondait pas à la vision que j'avais du métier que je faisais. Et j'ai cherché déjà un petit peu à me réorienter vers quelque chose de plus artistique. Alors, lorsqu'on est dans ce monde très technique, on fait évidemment, il y a une dimension artistique évidente, mais on fait principalement 80% de technique et 20% de développement artistique au travers du son, de la vidéo, de l'image. J'avais le désir de faire l'inverse. Aujourd'hui, dans la création de parfums, la partie artistique compte pour 80%. Là, par contre, les 20% de technique doivent être très robustes. Il y a donc une cohérence entre les deux. On ne peut pas travailler dans le monde du parfum, en tout cas, peut-être que je casse un petit peu un mythe, mais on ne peut pas travailler dans le monde du parfum si on ne maîtrise pas la partie technique, parce qu'on est soumis à des réglementations qui sont assez fortes, à des problématiques physiques, enfin, de chimie pure, à d'autres types de choses qui viennent également compléter le côté odeur, simplement ce que j'aime ou pas le parfum. C'est assez complexe et je trouvais passionnant cette idée de pouvoir associer deux notes et en créer une troisième. J'ai toujours aimé le monde des odeurs et des senteurs, les goûts, les thés différents, les vins, les whiskies, enfin différents types de choses, toujours au niveau des odeurs et des saveurs. Ça a toujours été un fil conducteur dans toute ma vie. Voyager, sentir des choses différentes. Et c'est vraiment par intérêt, par passion, enfin je souhaitais découvrir ça. Euh, le parfum est un métier que j'ai découvert et vraiment je m'épanouis dans cette activité. C'est super. D'ailleurs, il y a des enjeux qui changent tout le temps parce qu'on voit ces temps-ci qu'avec le Covid, les gens restent à la maison. Alors, comment sentir un parfum d'un créateur, que ce soit le mien ou celui d'un grand créateur quand on est à la maison? Les enjeux qui sont posés, y compris là, en termes d'innovation, me permet de faire rejoindre mes deux métiers, enfin, le métier d'informatique à l'époque et celui d'aujourd'hui, par la digitalisation de mon activité. La digitalisation, c'est-à-dire en fait porter ce que je fais via le monde Internet. Évidemment, on ne sent pas encore les odeurs via Internet, mais en tout cas, on va pouvoir proposer différents types de choses à nos clients assez rapidement via Internet en termes de création. Il y a une cohérence. D'accord, merci pour ces explications. Je vais maintenant laisser la parole à Léa pour la prochaine question. Bonjour, merci beaucoup Patrice Dana pour vos explications. Maintenant, j'ai une question pour Gatien Letartre. Donc, vous avez travaillé pendant 3 ans chez KPMG en tant que consultant. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer votre rôle de consultant? Et ensuite, dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez-vous que cette expérience auprès des entreprises a été justement un avantage pour monter votre startup? Oui, donc déjà mon rôle en tant que consultant chez KPMG, il était assez simple. Je suis arrivé forcément en junior vu que c'était mon premier job. J'étais dans la partie analyse de risque, contrôle interne. Donc en gros, le métier de mon équipe, c'était de mettre en place des process de contrôle interne et d'audit interne pour les entreprises afin qu'elles répondent souvent, la plupart du temps, aux directives du groupe. Et notamment, nous, on avait beaucoup de clients qui étaient des filiales de sociétés américaines en France et donc qui devaient respecter les normes que leur imposaient les Américains. Et nous, on était, entre guillemets, commandités par les Américains pour vérifier que les Français respectaient les règles que l'Amérique leur imposait.
Donc, on contrôlait notamment, nous, on était spécialisés sur la partie finance, on contrôlait tous les process. Donc, c'était très procédurier, donc très formateur, comme je le disais, en termes de process, de rigueur, etc. Pas toujours hyper stimulant intellectuellement, mais par contre, et c'est là où je reviens avec la deuxième partie de votre question, ce que je préférais, c'est ce qu'on appelle les interviews. On interviewait des personnes dans l'entreprise qui allaient du directeur en passant par le DAF, mais aussi par la comptable ou la trésorière. Donc, on voyait différentes typologies de personnes, différentes typologies de responsabilités. Et moi, c'était mes meilleurs moments. C'était souvent au début de mission et en fin de mission. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment une envie de discuter avec les personnes sur leur activité. Et à la limite, les réponses à mes questions, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'est quand ils divaguaient un peu sur leur activité et leur business réel, comment ils géraient au quotidien leur activité selon leurs différents prismes. Et ça m'a vraiment beaucoup appris et ça m'aide beaucoup actuellement pour échanger avec les différents interlocuteurs parce que quand on entreprend, et ça c'est vraiment hyper important à prendre en compte, c'est qu'on a des interlocuteurs de tout niveau, mais sans jugement de valeur. C'est-à-dire que vous allez avoir de temps en temps à la chance, c'est une grande chance entrepreneur, d'avoir accès à des personnes dont vous n'aurez pas eu accès en tant que salarié parce que c'est des personnes de très haut niveau. Par exemple, moi j'ai eu la chance de discuter avec le COMEX de Carrefour lors d'un événement à destination des startups et c'était quand je venais de créer Trémi, donc j'avais 26 ans, donc c'était pas pensable en tant que salarié. Mais en même temps, on gère au quotidien des salariés, on doit gérer un client qui est pas content, surtout au début. Donc on fait vraiment le yo-yo entre les différents interlocuteurs. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime et donc c'est ce qui aussi me motive et c'est pour ça que même maintenant, on est une vingtaine dans l'équipe. J'aime bien garder le contact avec les clients parce que ça permet de rester connecté entre guillemets à l'activité quotidienne. D'accord, bah, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maury. Bonjour, moi c'est Amaury, je suis du pôle partenariat de questions à venir et je vais m'adresser à tous les intervenants. Si on cumule les vues du live Facebook et sur Zoom, on avoisine les 100. Donc à tous les intervenants, quels conseils donnerez-vous à tous ces jeunes pleins d'espoir qui vous écoutent et qui veulent entreprendre? Patrice, le conseil, probablement, c'est toujours être optimiste, garder l'espoir parce qu'il y a toujours des solutions, y compris lorsque voilà, la situation comme actuellement c'est un peu compliquée. Et donc, aller sur sa passion jusqu'au bout avec derrière des contraintes objectives et rester lucide. Se faire plaisir et rester lucide. Donc, les éléments liés à la réalité, que ce soit le business, que ce soit la banque, que ce soit le commerce, que ce soit les contraintes telles que le Covid, peuvent être des difficultés. Mais en fait, lorsqu'on maîtrise bien son sujet, évidemment, c'est pas toujours évident, mais on surmonte tout ça. Donc, la passion le permet, mais également bien maîtriser aussi les éléments financiers et bancaires. Très important. Très, très important. Ok. Très bien, Moi, merci. Du coup, pardon. Pardon, je croyais que c'était une question pour une personne. Non, c'était pour. Non, mais t'inquiète, pas de problème. Moi, si je peux donner un conseil, ça ne sera pas vraiment au niveau de l'entrepreneuriat parce que je ne me suis pas lancé, mais par contre, potentiellement, c'est quelque chose qui pourra se faire après avec l'expérience que j'ai aujourd'hui chez Lydia. Mais moi, le conseil que j'aurais plus à donner, c'est plus par rapport à mon parcours que j'ai eu. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous aimez vraiment quelque chose, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Moi, je suis vraiment parti dans quelque chose d'assez classique au départ parce que par peur de l'échec, par peur de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, j'ai quelques regrets par rapport à ça et le but, c'est que vous n'en ayez pas. Moi, aujourd'hui, j'aurais préféré faire une école de commerce un peu plus importante pour avoir plus de contacts, de relations dans ce monde-là que je n'ai pas pu faire. J'aurais aussi aimé pouvoir avoir un peu plus d'expérience à l'étranger pour pouvoir développer plus le côté langue et le côté bilingue, trilingue que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà.
n'hésitez pas à vous lancer dans les choses que vous aimez. Je sais que ce n'est pas facile et qu'il y a aussi aujourd'hui dans le monde du travail le côté financier qui rentre pour les études, etc. Mais moi, ce que je peux vous dire pour finir, c'est voilà, lancez-vous dans ce que vous aimez. Si ça doit marcher, ça marchera. Et même si au pire, vous avez des échecs, des désillusions, comme moi j'ai pu en avoir, vous allez surtout apprendre. Et encore une fois, vous êtes jeune et c'est vraiment maintenant qu'il faut lancer dans vos projets parce qu'une fois qu'on est un peu plus âgé et qu'on commence à avoir tout ce qui est famille, etc., qui rentre, c'est plus compliqué de pouvoir lancer dans des gros projets après. Excusez-moi, je vais intervenir juste après Baptiste pour répondre aussi à un point sur Baptiste. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et chaque chose arrive à différentes époques. Peut-être qu'au moment où vous n'avez pas fait cette expérience de création d'entreprise, vous en avez un regret aujourd'hui. Mais en fait, il faut voir ça non pas comme un début, une fin, mais comme un parcours. C'est-à-dire que peut-être qu'à cette époque-là, vous aviez des envies, mais ce qui n'est pas mûr. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, dans 15 ans, peut-être qu'il y aura des éléments différents qui vont vous amener, avec de la maturité, à bien construire ce projet et assumer les choses. Le fait d'être bilingue, trilingue, ça vient avec le temps. Il suffit de voyager. Vous allez vite comprendre qu'on prend des mots à gauche, à droite et c'est pas vraiment la difficulté majeure. Évidemment, il faut maîtriser l'anglais, c'est un basique. Mais sinon, il n'y a plus de barrières. À l'époque où moi j'ai commencé à travailler, un petit peu sans doute comme Evelyne, il y avait des grosses barrières. Les diplômes, la bonne porte d'entrée, pas la bonne porte d'entrée, c'était des barrières. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, et moi en tant que recruteur, ce que je recherche chez un futur collaborateur, c'est pas forcément sa formation, c'est important. C'est toujours le petit pavé qui est en bas à droite qui s'appelle autre centre d'intérêt. C'est d'avoir des gens qui ont des parcours, ce sont des gens qui ont, qui ont vu des choses différentes, qui ont de l'expérience, de l'ouverture d'esprit, qui sont adaptables. Si Baptiste doit être adaptable, vous avez des qualités. C'est vraiment quelque chose qui me semble, en tout cas de ma fenêtre, assez importante. Et si j'ai un conseil à donner donc, à ces futurs étudiants ou étudiants qui nous regardent aujourd'hui, c'est de voir ça effectivement comme un parcours, comme un chemin de vie, et pas se dire, bon, ben là, j'ai mon diplôme, c'est fini. Parce qu'en fait, plus tard, peut-être que vous allez faire un MBA, peut-être que vous allez découvrir un autre pays, peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse qui va vous emmener ailleurs. Je suis parti en Chine pendant 1 an et demi. Peut-être que votre vie va changer. Tout ça sont des opportunités et il faut rester ouvert aux opportunités. Donc, le conseil, c'est être adaptable, rester ouvert aux opportunités et voir ça comme un chemin de vie. Et quand j'entends Baptiste parler, je pense qu'il est super mûr pour avoir de très, très beaux projets dans sa vie. Alors, moi, je vais continuer sur le sujet. En fait, on n'est pas tous égaux devant le risque. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, le niveau de risque, alors on va tous dire qu'on prend des risques, mais en réalité, on ne prend pas du tout les mêmes risques et on n'est pas capable d'assumer de prendre tous les mêmes risques. Donc, il faut connaître quel est son niveau de risque. Moi, j'ai des boîtes, mais j'ai toujours, au fond de moi, je me dis toujours, mes boîtes devraient être beaucoup plus grosses, je devrais encore faire plus de chiffre d'affaires, mais en fin de compte, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne pouvais pas aller beaucoup plus haut, même si déjà, je fais plusieurs millions d'euros sur chacune des boîtes. Mais je ne fais pas des dizaines de millions d'euros. Et quand je vois des entrepreneurs qui font des dizaines de millions d'euros, je me dis, ils ont de la chance. Mais quand je discute avec eux, ils me disent, oh, mais moi, je suis tout petit. Moi, je ne fais pas des centaines de millions d'euros. Donc, ça veut dire, voilà, on a chacun une appréciation différente du risque. Ensuite, si j'ai des conseils à vous donner, c'est d'abord, soyez très curieux. Alors, l'adaptabilité, je suis totalement, puisque c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille beaucoup chez Booster Academy, et je sais à quel point c'est important, en effet. Mais la curiosité, ne perdez pas de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous bullez pas, vous avez plein de choses à lire, vous pouvez vous renseigner, vous avez le monde entier à vos pieds. Et moi, je me bats avec mes enfants pour que quand ils regardent des bêtises, je me dis, mais c'est un temps où ils auraient déjà pu monter un business plan, par curiosité tomber sur un modèle, type moi, le jour où je suis tombée sur masterclass.com géniaux. Donc, je me dis, chaque temps, c'est un temps où la vie, elle est relativement courte, plus vous vieillissez, plus vous la trouvez courte. Donc, il faut, tous ces temps-là, c'est aller chercher à être curieux. Et quand je recrute, la première qualité que je vais analyser, c'est la capacité de curiosité, voilà, de curiosité, d'intérêt qu'on porte à la vie de tous les jours. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Mais quand je dis faites-vous plaisir, beaucoup de jeunes veulent se faire plaisir parfois sur des activités qui ne sont pas lucratives. Et j'avoue quand même, pour avoir observé, suivi et mentoré beaucoup de jeunes entrepreneurs, on ne s'éclate pas longtemps quand on ne gagne pas sa vie.
Donc, si à un moment donné, vous voyez que les business models ne décollent pas, il va falloir faire quelque chose parce qu'il y a un moment donné, quand l'argent ne rentre pas, on finit par plus s'amuser. Pour conclure, beaucoup de choses ont été dites et je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, je suis assez d'accord avec Evelyne sur le fait que le risque n'est pas le même pour tout le monde en fonction de la chance ou pas qu'on a, en fonction de son âge, etc. Donc ça, c'est totalement vrai. Par contre, je pense qu'il faut vraiment, et moi je suis complètement d'accord sur la curiosité, il faut vraiment creuser, essayer de tester des choses, d'essayer de comprendre sur plein de sujets et sur les sujets qui vous passionnent. Ça, faut vraiment, pour moi, entreprendre sur quelque chose que vous aimez, ou au moins réfléchir sur des sujets qui vous parlent. Et ça, on le voit auprès de tout le monde, les projets qui fonctionnent et qui vont loin, parce qu'entreprendre, c'est compliqué. Donc, il faut au moins que quand vous faites quelque chose qui fonctionne, que ça soit dans quelque chose qui vous plaise, parce que vous allez avoir plein de problèmes qui feront que ces problèmes seront forcément difficiles, alors que les bonnes nouvelles, si c'est dans quelque chose que vous aimez, qui vous apporte des bénéfices, vous aurez d'autant plus facilement accepter les échecs. Et enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et ça, ce n'est pas forcément qu'au lancement, c'est même tout au long de la société. Nous, on se rend compte on devient un peu frileux parce qu'on est un peu content de ce qu'on a. Donc, nous, on grossit, on fait notre chiffre d'affaires et on a tendance à prendre moins en moins de risques parce qu'on a peur de tout recommencer. Et en fait, il faut toujours, pour grandir, pour grossir, il faut toujours prendre un minimum de risques. Alors, le mesurer, mais il faut en prendre. Il ne faut pas rester dans sa routine quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui sera tout au long de votre vie d'entrepreneur si vous commencez à entreprendre. Et donc, c'est pour ça que dès le début, il faut se dire, voilà, je n'ai pas peur de l'échec. Si c'est un échec, ça me permettra d'aller plus vite la seconde fois. Et ça c'est forcé. Et moi, j'en suis persuadé, vu que c'est ma première boîte, que ma deuxième boîte, mais il y a plein de choses que je ne dis pas qu'elle fonctionnera forcément, parce que ce serait trop facile sinon, mais en tout cas, il y a plein de choses que je ferai beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, au moins sur les 3 premières années. Et donc, c'est sûr que même si demain, Trainme s'arrête du jour au lendemain, ma nouvelle boîte, j'irai beaucoup plus vite. Donc, ça m'aura servi, quoi qu'il arrive. Si vraiment je prends les cas extrêmes, mais pour un peu expliquer mes propos. J'aimerais juste rajouter un truc un peu dans le même acabit par rapport justement à ce côté de l'échec, parce que c'est souvent la première chose qui fait un peu peur quand on parle d'entrepreneuriat, c'est justement ce côté de l'échec et ce risque de se lancer et de tout ce que ça peut entraîner. Moi, je n'ai pas une expérience qui est énorme parce que je suis encore jeune. Moi, j'ai que 25 ans, ça fait très peu de temps que je suis sorti de l'école, etc. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux retenir de ma petite expérience, c'est que la chose qui m'a le plus appris et qui m'a le fait plus progresser sur moi-même, c'est l'échec que j'ai pu avoir dans mon parcours au niveau de mon alternance. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut avoir peur de l'échec. C'est pour ça que, comme Gatien le disait, il ne faut pas non plus partir dans des risques qui sont énormes. Donc, bien évidemment, calculer les risques qu'on prend. Mais dans tous les cas, même si on échoue, on aura forcément quelque chose qu'on va apprendre pour la suite. D'accord, c'est bon, tout le monde a rebondi. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va passer aux questions du public. Donc, déjà, merci pour tout ce que vous nous avez expliqué là. On a eu beaucoup de questions sur Facebook et sur Zoom, comme vous avez pu voir aussi. Et du coup, je vais vous les poser dans l'ordre. On commence par une question de Enzo sur Facebook qui a demandé à tout le monde, est-ce qu'il y aurait une erreur que vous auriez commise dans votre parcours dont vous avez tiré une leçon fondamentale d'après vous? Alors ça, c'est la question la plus compliquée pour un entrepreneur. Parce que les erreurs, les échecs, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est tous en train de réfléchir là, mais on n'a pas la réponse. Donc, passons à la question suivante et peut-être que ça nous laissera le temps d'y réfléchir. Monsieur Dana, on ne vous entend pas. On vous voit parler, mais... Evelyne, oui. Excusez-moi. Evelyne, je voudrais ajouter quelque chose en relation à ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est un parcours, ce sont des expériences. Les expériences
elles sont pas toujours les plus sympathiques. C'est pas toujours les choses les plus évidentes qui arrivent. Le business plan qu'on fait, on va avoir toutes les versions sauf celle qui a été écrite. Ça, on va exploser les chiffres, on va faire des chiffres qui sont en dessous, peu importe. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que lorsqu'on se ramasse, on rebondit. C'est vrai qu'il faut être adaptable. C'est vrai qu'il faut des fois y aller, même lorsqu'on se dit « Oups, ça ne va pas passer ». Si on a envie, il faut y aller quand même. On fait tous des erreurs. Voilà, on rebondit tous. C'est comme ça. Oui, alors moi, en ce qui me concerne, même l'échec pour moi est même salvateur parce que si je lève des fonds et j'ai un investisseur qui me plaît et qui me dit non, dans ma tête, je me dis ou lui va le regretter. Lui, dans 5 ans, je vais venir, je vais lui montrer mes chiffres, il va pleurer. Et donc, ça me donne une énergie pour aller en chercher d'autres et une énergie également pour me dire, mais de toute manière, je vais réussir, je vais exploser les compteurs. Donc, même le non, quelque part, me donne une super énergie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tout au long de l'histoire de Trénu, on a eu des grosses déconvenues, et notamment sur des investissements ou des choses comme ça. Et en fait, ça vous donne d'autant plus, je dirais presque la hargne, ou en tout cas la volonté de montrer que vous aviez raison. Et de temps en temps, ça vous permet en fait d'aller plus vite et de vous reconcentrer sur ce qui est plus important, et d'aller plus vite, plus fort. Donc effectivement, de temps en temps, si le lendemain, on avait eu cette conférence sur certaines nouvelles que j'ai apprises, je vous aurais dit, mais au final, c'est horrible, faut pas entreprendre. Et en fait, maintenant, avec le recul, je sais que ça m'a permis d'aller plus fort. Et au final, heureusement que ça s'est pas fait, alors que le lendemain, si ça s'était fait, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Donc, c'est vrai que tout est à mettre en perspective. Et il faut toujours se dire que cet échec, c'est le jeu du destin, et que ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir aller plus loin, plus fort au maximum, et trouver des solutions à chaque fois. Et en fait, quand vous êtes au bord du précipice, c'est là où vous trouvez les meilleures solutions. Nous, on a un exemple très récent, c'est que nous, nos activités le lendemain du confinement étaient à zéro, parce que tout ce qu'on faisait, les coachs qui se déplacent à domicile en gros, et les coachs qui se déplacent en entreprise, c'était interdit au vu du confinement. Et donc, on avait zéro de chiffre d'affaires, et on n'avait rien à l'époque sur les cours qui se faisaient en visio live. Et en 48 heures, on a réussi avec nos développeurs à sortir quelque chose. Et là, actuellement, on a réussi à récupérer au moins 60% de notre chiffre d'affaires qui était prévu, dans une situation qui est quand même assez exceptionnelle. Et en fait, ce côté visio live, il va nous servir pour après, parce qu'en fait, c'est une super solution pour plein de typologies de clients qu'on ne pouvait pas adresser. Et donc, en fait, ce moment horrible va potentiellement nous permettre d'aller plus vite, plus fort quand le monde deviendra un peu plus normal. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui font que d'un moment, vous passez d'un noir total à un début d'éclaircie, on va dire. D'accord. Baptiste, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter du coup sur cette question, ou on peut passer à la suite? Non, pour moi, je ne vais pas avoir de choses en plus. Ok. D'accord. Du coup, question suivante qui a été posée sur Zoom par Olivier. Pour tout le monde, pareil. Dans un monde globalisé et hyper concurrentiel, comment protéger la bonne idée? Est-ce que vous pourriez répondre à Olivier, s'il vous plaît? Je peux peut-être proposer un début de réponse. En fait, on a en France, si on parle du marché de la France, trois types de dispositifs. Le premier sont les brevets, le deuxième sont les marques, et le troisième, c'est le marché. Lorsqu'on dépose un brevet, il faut être prêt à le lancer sur le marché rapidement, parce qu'aussitôt qu'il est déposé, il devient à peu près public. Donc, du coup, les concurrents peuvent le voir. Lorsqu'on dépose une marque, on a parfois des marques parasites qui viennent. C'est pas très compliqué. Moi, je suis dans le monde du parfum. Il suffit de déposer des marques connexes. Donc, et du coup, à partir d'une bonne idée, on l'a vu avec Guerlain, avec d'autres, il y a d'autres marques champignons qui viennent et qui viennent polluer l'environnement. Aussitôt qu'on a une bonne idée, il faut s'apprêter à lancer sur le marché, aussitôt que possible. Et lorsqu'on est prêt, on dépose les brevets et les marques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sort du bois que lorsqu'on est mûr et lorsqu'on est prêt à aller sur le marché. À titre personnel, je pense que déposer les marques et les brevets beaucoup trop tôt, c'est de donner des signaux aux concurrents de sa stratégie. Donc, en fait, on prépare tout en silence, on prépare tout en confidentialité. Lorsque c'est prêt, on lance sur le marché. Ça serait mon conseil.
Oui, alors moi, j'ai pas la même approche par rapport à ce sujet-là, parce que ce qu'on appelle une idée, c'est pas toujours un brevet. Une idée, c'est une idée. Moi, en ce qui me concerne, mes 2 boîtes, ce sont des idées qui ne se déposent pas. Et moi, ma réponse, elle est simple, c'est qu'une bonne idée, ça s'exécute. Et des gens qui ont des bonnes idées, il y en a plein tout le temps. Mais des gens qui savent exécuter une idée, il y en a très, très peu. Donc, en fin de compte, moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent vers moi et qui me disent: «Ah, j'ai une super idée, mais je veux pas vous en parler parce que je veux pas que vous me la piquiez ou je veux pas que quelqu'un me la pique.» Ça me fait rire parce que je me dis au fond de moi, mais si tu parles pas de ton idée, elle ne se fera jamais. Parce que moi, mes 2 boîtes, c'est parce que j'en ai parlé, déjà que j'ai énormément d'opportunités de rencontres, de business, etc. C'est en parlant aussi que vous remontez votre niveau d'énergie aux gens parce que vous y croyez, parce que vous avez dans le regard de l'autre des gens qui vous disent: «Mais ton truc, c'est génial, mais vas-y», etc. Puis vous avez des gens qui vous disent pas ça, mais vous avez envie de leur dire: «Tu vas voir, ça va vous donner aussi une énergie.» Donc ça veut dire qu'une idée, on en parle et on l'exécute. Sinon, c'est pas une idée, sinon c'est un projet qu'un jour on fera. Les deux ne sont pas antinomiques. C'est pas antinomique. D'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, les idées, il faut en discuter un maximum parce que c'est comme ça où vous allez justement l'améliorer, et le fait de garder son idée dans son coin tout seul, ça ne vous apportera rien. Et le plus important, comme l'a dit Evelyne, c'est d'exécuter. Et c'est là où on voit, ou en tout cas souvent on voit la différence entre les personnes, et c'est là où les très très bons entrepreneurs font la différence et exécutent de manière admirable. D'accord. Du coup, je peux passer à la question suivante? Je vais passer à la question suivante. J'ai une question pour Baptiste Loyer sur Facebook de la part d'Iris qui demande: qu'est-ce que les associations étudiantes vous apportent et qu'est-ce que vous leur apportez? Des subventions financières, des goodies Alors, en gros, nous, pourquoi on travaille avec les associations étudiantes? Je pense que c'est la première question à laquelle il faut répondre. Et quel est l'intérêt en fait pour Lydia aujourd'hui de travailler avec les associations étudiantes? C'est quelque chose qui a été mis en place dès le début de Lydia, dès la création. On a commencé à travailler avec les associations étudiantes. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que aujourd'hui, notre cible, ce sont les jeunes. Parce que le paiement mobile visait en fait une cible un peu plus âgée, autour de 40, 50, 60 ans. C'est plus compliqué. En fait, tout simplement, pour les gens qui nous écoutent, pour leurs parents, ils ont leurs habitudes de paiement. Aujourd'hui, ils ont leur carte bleue, ils ont leur chéquier, ils ont encore plus leur liquide auquel ils sont souvent très attachés. Et du coup, amener un nouveau moyen de paiement, c'est très compliqué pour les gens parce que c'est vraiment une habitude qu'ils ont dans leur quotidien. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, aujourd'hui, on a une nouvelle cible qui arrive en école, donc en fait, qui commence tout juste à avoir 18 ans, donc soit pour les écoles post-bac ou pour les écoles après les prépas. Et en fait, ils commencent juste à avoir leur première carte bleue, leur première utilisation de l'argent, et donc ils n'ont pas ces habitudes-là. Donc en fait, on s'est dit, si demain ils arrivent dans une école et que dans leur premier jour, on leur dit, aujourd'hui, s'il faut payer pour tel événement, c'est Lydia, et en fait, ils vont l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, à la fin de leurs études, ils auront cette habitude d'utiliser Lydia. Et donc, ils vont continuer à l'utiliser. Et donc, autour d'eux, les gens vont l'utiliser. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 campus en France, avec 90-95% des campus. Et qui a aujourd'hui, sur les 3 600 000 utilisateurs de Lydia, il y a 75% qui ont entre 18 et 30 ans. Et donc, nous, le but de travailler avec ces associations, c'est vraiment dans le but de pouvoir développer Lydia. Donc, aujourd'hui, pendant des années, après, on va rentrer dans une discussion qui va être un peu plus longue. Donc, au niveau des subventions, pourquoi on leur apporte ça? Parce que c'est un peu le marché qui a évolué au fur et à mesure des années et nos concurrents qui ont plutôt amené ces côtés subventions. Parce qu'à la base de la création de Lydia, c'est les gens qui payaient pour utiliser Lydia, les associations. Et en fait, on a des concurrents qui étaient moins bons que nous et qui sont toujours moins bons sur les produits. Et comme ils n'arrivaient pas à convertir les associations à utiliser leurs produits, ils ont commencé dans un premier temps à donner des goodies et à donner des subventions. Donc, ça a un petit peu fait évoluer notre façon de travailler. Là, aujourd'hui, on rentre dans une période avec le Covid-19, avec cette histoire de pandémie où le système économique va prendre une énorme claque et on va être les premiers impactés. Et donc, du coup, là, on est en train de tout remettre en place, notre façon de travailler avec les étudiants. On va essayer de rapporter une approche en leur disant, aujourd'hui, si vous voulez travailler avec Lydia et vous voulez travailler avec les meilleurs, et vous allez devoir faire une croix sur la partie des subventions. Donc voilà, c'est une approche qui est un peu, en fait, qui évolue au fur et à mesure des années.
Nous, en fait, ce qu'on apporte pour répondre clairement à la question du coup qui a été posée, qu'est-ce qu'on apporte aux associations? On apporte une solution qui va leur faciliter la vie dans la gestion des encaissements de leurs événements associatifs. Aujourd'hui, ils ne vont plus avoir à s'embêter avec la gestion du liquide, la gestion des chèques. C'est une gestion qui est longue, qui est à risque, parce qu'il n'y a rien de plus volatile que l'argent. Il n'y a rien de plus facile de se mettre de l'argent dans la poche, surtout pour des étudiants en association. Et un chèque, c'est simplement un petit bout de papier qui peut se perdre très facilement. Et en fait, on facilite tout ça et on facilite le côté aussi comptabilité qui, on le sait, les étudiants ne sont pas forcément des experts quand ils doivent s'occuper d'une trésorerie d'une association. Donc voilà. D'accord, bah, de toute façon, ce que vous dites, on le voit clairement à l'IESEC, enfin, je suis totalement d'accord. Ensuite, on aura une question de Camille sur Zoom qui demande à tout le monde bonjour, quel serait le laps de temps optimal entre le moment où on trouve une idée et le lancement officiel d'une entreprise, surtout dans le domaine digital? Ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle lancer, parce que sur The Artist Academy, entre le moment où j'ai eu l'idée, enfin l'idée qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais au moment où j'ai vu et le moment où je m'y suis mise, il s'est passé à peu près 2 jours. Le moment où la première masterclass était en ligne, il s'est passé 4 mois. Le moment où j'ai levé mes fonds, il s'est passé 3 mois. Le moment où je relève des fonds, il s'est passé 12 mois. Donc, vous voyez, les questions elles vont être très, très différentes les uns des autres. Puis, c'est une question d'âge parce que je pense que j'aurais été plus jeune. Je pense que tout ça, on aurait pu le multiplier par 4 ou 5. Donc, il y a aussi l'expérience qui compte. Parce que lever des fonds, je les ai levés avec des gens qui me connaissaient, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre. C'est une question de volonté, d'énergie. D'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ok, du coup, question suivante de Ruben sur Facebook. Ruben a demandé pour tout le monde, est-ce que la diversification des savoir-faire, c'est un point primordial pour entreprendre? Parce qu'il dit que vous semblez tous avoir eu un parcours complexe. Enfin, moi, le mien, il n'est pas complexe, hein, mais les leurs, oui, mais pas le mien. Mais, allez-y. Non, allez-y, Evelyne, réponds après. Non, moi je dis simplement, moi j'ai pas un parcours complexe. La vente, je connaissais, et je pense que quand vous savez vendre, vous pouvez monter une boîte, parce que ce qui compte, c'est pas tellement de savoir gérer l'argent, c'est de savoir le faire rentrer. Quand vous faites rentrer de l'argent, c'est très facile de le gérer. Maintenant, quand vous n'avez pas d'argent, vous avez intérêt à être un beau gestionnaire, parce que voilà, sans argent, c'est compliqué. Et après, les compétences, en ce qui me concerne, parce que pour le coup, je les avais pas, j'avais un bac+2 en sciences éco, donc moi la finance, le contrôle de gestion, etc. Bon, c'était, je ne savais pas tout ça, et en fait, moi, c'est au moment où même les levées de fonds, par exemple, c'est au moment où j'ai le problème que j'apprends. C'est à ce moment-là que ça m'intéresse, et c'est à ce moment-là que mon esprit commence à se concentrer. Donc, c'est tout à fait possible d'apprendre en marchant. D'accord. Je pense que, bon, là, on a 4 profils différents. Grosso modo, dans le panel, je suis seul à faire du produit. Là, on a du service d'un côté via Internet, et moi, je vends du produit, physiquement parlant. La problématique est différente sur le produit. Et notamment, il faut pouvoir, lorsqu'on fait des produits, maîtriser, je pense qu'il faut maîtriser au moins bien la partie économique et financière, bien comprendre ce qu'a dit Evelyne, même si on apprend en marchand, mais également bien maîtriser son produit et son environnement commercial, y compris l'environnement concurrentiel, bien comprendre. C'est important. On ne peut pas lancer un service ou un produit si on n'a pas une très bonne connaissance de l'environnement local. Et l'environnement aujourd'hui, il n'est pas forcément que local. Il est peut-être aussi national, international et mondial, en fonction du produit ou du service qu'on va lancer. Bien comprendre son marché. Ok, d'accord. Allez-y, pardon. Non, mais effectivement, avoir des compétences, ça aide, mais c'est vraiment pas l'unique moyen d'y arriver. Et là, je suis un peu d'accord avec Evelyne, c'est on apprend vraiment en marchant sur plein de sujets. Après, moi, si je prends l'exemple, vu que j'ai lancé quelque chose de digital, j'étais quand même content de m'associer avec quelqu'un qui était technique, et ça nous permet d'aller un peu plus vite sur certains sujets. Mais si j'avais une autre personne compétente en marketing, sur laquelle moi je ne suis pas fort ni mon associé, c'était la première personne qu'on a salariée, par exemple. Donc, il y a toujours une solution. Après, il faut essayer de
moi, à mon avis, c'est essayer de maximiser ses chances et donc de mettre tous les meilleures conditions de son côté, mais vous n'aurez jamais les conditions parfaites. Un mec qui est bon là-dedans, si vous attendez d'avoir toutes les compétences réunies pour lancer votre boîte, ça n'arrivera jamais. Après, il faut essayer de maximiser ce que vous pouvez et ensuite, vous ferez au jour le jour et il faudra avancer comme ça. D'accord. Baptiste, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, c'est plus, en fait, ça reviendra à ce qu'on a dit un peu plus tôt dans l'échange, c'était en fait ce côté adaptabilité, pardon. Okay. Moi, dans mon parcours aujourd'hui, je suis arrivé dans le paiement mobile, j'en avais jamais fait, j'avais des compétences en chimie et ça m'a pas empêché de réussir. En fait, ça rejoint aussi tout le côté curiosité et qu'on a envie d'apprendre et qu'on s'intéresse aux choses, en fait, il suffit juste d'avoir une tête assez bien faite et on y arrive et on peut avancer. En fait, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et vouloir apprendre de nouvelles choses et on peut arriver à en faire aussi de notre côté. Oui, clairement.